Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va finir le chapitre 2 sur les isométries d'un espace euclidien. On avait déjà fini le cours, maintenant on va faire que des exos, histoire de s'entraîner un petit peu. Et on va faire aujourd'hui, on va commencer par l'exercice 8. Je vous avais dit la dernière fois qu'on ferait uniquement le B et C. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors juste une petite remarque, le TD12 a un peu changé. Regardez un petit peu la disposition, donc il est en ligne sur le site. J'ai rajouté cet exercice, j'en ai supprimé un autre, et là, j'ai fait des petites modifications sur ces exos, donc voilà, pensez bien à avoir la version à jour. Et on est parti tout de suite sur l'exercice 8. Donc, on se place dans un espace vectoriel euclidien orienté, muni d'une base orthonormée directe, qu'on appelle IJK. Et la question, c'est de trouver la nature des endomorphismes dont la matrice dans la base B est B, et dans la base B est C. Donc on va faire ça. Il y a une méthode dans le cours, il suffit de la suivre pas à pas. Il faut faire exactement ça, cette méthode. Tout est dit, tout est dit ici, vous avez 4 points à vérifier. Et après on peut conclure. Et comment on conclut? On conclut à l'aide du tableau qui se trouve exactement ici. Donc c'est ce qu'on va faire et c'est pas si compliqué. C'est un petit peu long parce qu'il faut faire quand même des calculs. Alors on est parti, on va faire le 2, on va travailler avec la matrice B. Alors, la première chose à vérifier, c'est qu'on travaille bien avec que U est bien en fait une isométrie. On ne nous a pas dit que U était une isométrie. Donc on va le montrer. Donc là, on va se placer dans ce cas-là. On va s'intéresser à la matrice B. Donc là, on est dans le cas où on a que la matrice de U dans B, c'est B, et le B ici, c'est la base, c'est la base de grand E. Attention, E, j'ai pas dit dans l'énoncé que E c'était R3, hein, ok? Ne m'écrivez pas, faut pas m'écrire des vecteurs de R3. Là, on travaille qu'avec des vecteurs abstraits qui appartiennent à un espace euclidien, donc on ne travaille pas avec des vecteurs de R3. Plus tard, on verra que voilà, dans l'exercice 10 et 11, on va vraiment travailler avec R3, et donc là, on pourra vraiment écrire les vecteurs sous la forme ABC, mais dans cet exercice, non. Donc voilà. Il faut démontrer que U est bien une isométrie. Alors on a un résultat qui nous dit simplement que si B est une base orthonormée, donc si B est une base... Alors peut-être je vais le mettre en rappel, comme ça c'est plus clair. Donc, si B est une base orthonormée, alors je l'écris un petit peu vite, mais c'est dans le cours de toute façon. Démontrer que U est une isométrie, ou démontrer que sa matrice dans la base orthonormée B est orthogonale, c'est la même chose, c'est une équivalence. On est exactement dans ce cas-là, on a un endomorphisme qui s'appelle U, on ne sait pas que c'est une isométrie, on aimerait bien le prouver, et donc pour ça, on va s'intéresser à sa matrice dans la base qu'on nous donne, la base B, et on va démontrer que cette matrice B est, pour commencer, orthogonale. On ne peut rien faire d'autre sinon, et après on va pouvoir dire, bah voilà, soit c'est une isométrie directe, soit c'est une isométrie indirecte, et on se passera dans le tableau, et on utilisera la méthode. Mais pour l'instant, on a absolument besoin de montrer que la matrice est orthogonale. Donc montrons que B est orthogonale. Alors pour la matrice B, je vais vraiment tout détailler, tous les calculs. Pour la matrice C, j'irai un petit peu plus vite. Montrons que B est orthogonale, donc ça c'est très simple. Hein. Notons C1, C2 et C3. Les colonnes de B, et on va tout de suite commencer par calculer le produit scalaire. C1 scalaire C2, qu'est-ce que ça fait? Regardons un petit peu. Alors attention, la première colonne de B, ça n'est pas 7 moins 4 moins 4. Vraiment, faites attention, la première colonne de B, ça n'est pas 7 moins 4 moins 4. La première colonne de B, c'est 7 neuvièmes. Il faut faire évidemment rentrer le 1 neuvième là-dedans pour voir apparaître vraiment les colonnes de B. La première colonne de B, c'est 7 neuvièmes, moins 4 neuvièmes, moins 4 neuvièmes. Mais, donc là, je vais pas l'écrire avec des neuvièmes, parce que je vais directement utiliser la linéarité du produit scalaire, par rapport à la première variable, puis par rapport à la deuxième. Ce qui nous fait, en sortant le 1 neuvième,
parce qu'à l'intérieur de ce C1, je vais avoir un 1/9 fois un vecteur. À l'intérieur de ce C2, je vais avoir un 1/9 fois un vecteur. Je vais immédiatement sortir le 1/9, ce qui va faire 1/9 au carré, et ça évite des calculs très lourds. 7 moins 4 moins 4. Et là, j'ai moins 4, 1, moins 8. Je fais le produit scalaire, voilà. Ça fait tout simplement donc 7 fois moins 4, moins 28, moins 4, plus 32. On est content, ça fait 0. On ne fait pas les autres, on dit de même. Il faut gagner du temps là, parce que vous allez voir qu'il y a un peu de travail. Hein. C1 scalaire C2, et, enfin C2 scalaire C3, pardon, et C1 scalaire C3, ça fait 0. Vous en faites un seul, et les autres, vous directement, vous le mettez. De plus, on va calculer la norme de C1. Je vous rappelle que quand on a une constante devant un vecteur, on a le droit de le sortir de la norme, ce qui fait 1/9 fois la norme du vecteur 7 moins 4 moins 4. Ce qui nous fait 1/9 racine carrée de 7 au carré. Plus moins 4 au carré, plus moins 4 au carré. Voilà, on simplifie un petit peu, et puis on se rend compte en fait que ça fait 1/9. 49 plus 16, ça fait 81. Et donc ça fait 1. De même, la norme de C2, on vérifie que ça fait la norme de C3 qui vaut 1. Ainsi, la matrice B, on a bien affaire à une matrice orthogonale. Et donc, U est une isométrie de E. C'est à partir de là où on va pouvoir appliquer la méthode. Rappelons un petit coup la méthode. Pour appliquer la méthode, il faut bien sûr avoir une isométrie. Donc là, c'est ce qu'on a démontré. Maintenant, on est sûr que l'endomorphisme canoniquement associé à grand B est bien une isométrie. On peut appliquer la méthode. Et on va vérifier premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. On va commencer avec le premier, qui consiste à calculer le déterminant de U. Donc on veut savoir si on a affaire à une isométrie directe ou indirecte. Petit i, je veux calculer le déterminant de U. Je vous rappelle que calculer le déterminant de U ou calculer le déterminant de n'importe quelle matrice qui représente U, c'est-à-dire dans n'importe quelle base, c'est pareil, le résultat est exactement le même. Donc on connaît la matrice de U dans la base B, elle s'appelle grand B. Donc en fait, det de U, c'est aussi det de B. Et donc, on avait une constante devant la matrice, il y avait un 1/9. Faites attention, le 1/9, il va sortir du déterminant, mais il faut le mettre à une puissance 3. Il faut le mettre à la même puissance que la taille de la matrice. Ça, on l'avait déjà vu plein de fois. Donc ça va nous faire... Alors, je me rappelle les premiers. Les autres, je ne me rappelle plus. Moins 4, 1, moins 8. Et l'autre, c'est moins 4, moins 8, 1. Voilà, donc là, on va calculer le déterminant de cette matrice. Alors, on va essayer d'être un peu efficace. Hein. Il ne faut pas perdre trop de temps là-dessus. Regardez un petit peu ces deux lignes-là. Ça serait pas mal de faire une soustraction avec ces deux lignes-là. Comme ça, le moins 4, il disparaîtra. Alors, par exemple, on va soustraire la deuxième ligne à la troisième, ce qui donne L3 reçoit L3 moins L2. C'est une opération qui concerne seulement la ligne 3. Donc on peut recopier les deux premières lignes sans se poser de problème. Et à partir de là, va falloir retirer la ligne 2 à la ligne 3. Donc évidemment, on va avoir 0, c'est pour cette raison que j'ai fait cette opération. Là, on va avoir moins 9. Et là, on va avoir 9.
Regardez ici, c'est quand même très tentant. On a vraiment envie de prendre ces deux colonnes-là et de les additionner, parce que vous voyez, ces coefficients, eh ben, ils vont se simplifier. Alors, c'est évidemment ce qu'on va faire. Peut-être passons une ligne, enfin prenons une autre page. Donc je vais faire l'opération que je vous ai dit. Je vais prendre, alors peu importe, on va dire, allez, C3. Je vais lui ajouter C2. Ne calculez pas 9 puissance 3, on s'en fiche complètement. De toute façon, il va se simplifier. Donc, vous voyez là, dans tout ce que je fais, j'ai fait aucun calcul compliqué. L'idée, c'est de ne pas faire des calculs compliqués pour ne pas perdre de temps et pas passer. Voilà, on ne va pas perdre trop de temps. Donc ça, c'est une opération qui concerne seulement la colonne 3. Je peux donc recopier les autres sans problème tout de suite. Et donc là, si j'ajoute la colonne 2 à la colonne 3, je vais obtenir moins 8, moins 7 et 0. Je fais un développement suivant. Oui, je fais un développement suivant la troisième ligne. Et je vais avoir uniquement ce coefficient-là. Donc, on se rappelle, hein, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc j'ai un signe moins. Il y a ce coefficient-là, va falloir que je le mette devant. Et je vais immédiatement le simplifier avec le puissance 3. Donc ça fait moins, les signes moins se simplifient. Et j'ai juste un 9 au carré, au lieu de 9 puissance 3, parce que j'ai fait une simplification par 9. Et donc là, j'ai 7, moins 4, moins 8, moins 7. Je calcule ça, et... alors, j'ai été censé... Alors, est-ce que c'est le bon truc? Ça va faire moins 49 plus 32. Non, moins 49, moins 32, ce qui fait moins 81. Sur 81, ça fait moins 1. Et là, on perd pas de temps, direct, on écrit ainsi. Quand une isométrie possède un déterminant moins 1, ça veut dire qu'elle est indirecte. Voilà, on souligne. On n'encadre pas parce que c'est pas encore le résultat principal. Ok, on regarde la méthode. La méthode nous dit maintenant 2i, déterminer la droite vectorielle E lambda de U. Faites attention, ce lambda-là, c'est le lambda que vous avez trouvé pour le déterminant. Ok? Nous, on a trouvé moins 1, donc on doit déterminer E moins 1 de U. Donc, comme on avait fait déjà les dernières fois, faut faire là la petite difficulté, j'ai fait exprès, c'était de vous faire travailler avec un espace euclidien grand E qui n'est pas R3. Un espace euclidien de dimension 3, mais qui n'est pas R3. Donc, vous allez avoir en fait une base qui n'est pas forcément la base canonique, et vous n'allez pas pouvoir travailler avec des vecteurs de la forme ABC. Okay, donc, ce que je veux dire par là, c'est que votre E lambda de U, ça n'est pas E lambda de M. On peut juste avoir une identification entre les deux, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais en tout cas, si vous déterminez E lambda de M, c'est réglé. Comme on a fait la dernière fois. De toute façon, je vais tout vous détailler. Déterminons, alors le lambda c'est moins 1, et nous on travaille avec la matrice B. Qu'est-ce que c'est déjà E-1? C'est l'espace propre associé à la valeur propre moins 1. Donc c'est ker de B plus I3. Donc si je prends un vecteur X de coordonnées x, y, z qui appartient à E-1, qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça va donner évidemment bx égale x, égale moins x, pardon. Hop. Voilà, maintenant je vais évidemment utiliser la matrice B. Donc là, je vais la copier. Oh, bah, ça a carrément tout copié. Bon, hop, on se le laisse là. Alors, je vais écrire ça sous forme de système, donc on ne perd pas de vue. Hein, la matrice qui nous intéresse, c'est celle-là. Okay. Donc, cette égalité bx égale moins x, qu'est-ce que ça va me donner? Bah, ça va me donner 7x
moins 4y moins 4z égale moins 9x. Moins 4x plus y moins 8z égale moins 9y. Moins 4x moins 8y plus z égale moins 9z. Je revérifie une dernière fois, on n'est pas à l'abri d'erreur, parce que s'il y a une erreur, après c'est vite chiant. Il faudra tout vérifier. Moins 4, 1, moins 8, et moins 4, moins 8, 1. Ok, on n'en a plus besoin de celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Bah, on va obtenir, je vais placer à chaque fois lui de l'autre côté, lui de l'autre côté, et lui de l'autre côté, ce qui va me donner 16x moins 4y moins 4z égale 0. Moins 4x plus 10y moins 8z égale 0. Et moins 4x moins 8y plus 10z égale 0. Donc là, il va y avoir des simplifications. Hein. Première ligne, je vais diviser par 4. Voilà, la deuxième ligne, je vais diviser par 2 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus simple. Donc ça va faire moins 2x plus 5y moins 4z égale 0. Et la dernière, je vais diviser par 2 aussi. Moins 2x moins 4y plus 5z égale 0. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Bon, on peut très bien... on remarque que si vous sommez toutes les lignes, bah, ça fait 0. Autrement dit, la première moins 2... La première plus 2 fois la deuxième. Alors, qu'est-ce que je raconte? Ouais, en fait... La dernière ligne, elle s'obtient avec les deux premières. La somme des trois lignes fait 0, donc en fait les lignes sont liées. Il y a une relation entre les lignes, à savoir L1 plus L2 plus L3, ça donne, ça donne 0, quoi. Donc en fait, je peux en supprimer une. Voilà. Donc là, par exemple, je les numérote. Et puis, je vais faire une opération. Hein. Je vais faire L1 plus 2L2. Ça va me permettre de supprimer X. L'opération L1 plus 2L2 va donner, elle va donner 9y moins 9z, 9y moins 9z égale 0, donc y égale z. Et alors, d'après L1, d'après L1, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire 4x égale... je vais remplacer le z par y. Ça va faire 4x égale 2y. C'est-à-dire que, en fait, on va plutôt l'exprimer avec... je vais prendre quoi? Je vais prendre y égale 2x, ouais. Ouais, c'est bien ça, on va plutôt faire ça. Ainsi, qu'est-ce que ça va faire? Grand X, qui était le vecteur x, y, z, eh bien, j'ai tout exprimé, en fait. Je vais plutôt exprimer z en fonction de y, pardon. Alors, comment je vais la jouer? Non, ça c'était bien. On va laisser le x, le y, je vais le remplacer par 2x, et puis le z, qui vaut y, c'est 2x. Ok. Donc ça va faire x fois le vecteur 1, 2, 2. Et on a trouvé l'espace propre associé à la valeur propre moins 1. C'était la droite vectorielle. Donc c'est vect de 1, 2, 2. Par conséquent, la droite D qu'on cherche, c'est
e-1 de u. Et donc, ces vects, faites attention, ça c'est les coordonnées d'un certain vecteur dans la base IJK. Le certain vecteur, c'est celui qui vous intéresse. C'est le vecteur de E dont ses coordonnées dans la base IJK sont 1, 2, 2. Donc il ne faut pas écrire 1, 2, 2, il faut écrire le vecteur qui a pour coordonnées dans la base IJK 1, 2, 2. Et du coup, c'est le vecteur 1 fois I plus 2 fois J plus 2 fois K. Donc ça fait I plus 2J plus 2K. Et dans la méthode, on nous disait tout de suite, il faut fixer un vecteur unitaire E1. Alors c'est parti. On pose. Donc il faut fixer un vecteur qui va diriger la droite. Bah, ça tombe bien, on en a un. Et il faut le rendre unitaire. Celui-là n'est pas unitaire, donc on va diviser par sa norme. Et sa norme, c'est racine de... c'est 1 tiers, pardon. Ça fait 1 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré. Ça fait une racine de 9. Donc on va poser E1 est égal à 1 tiers de I plus de J plus 2K. On continue la méthode. Il faut déterminer un nombre θ qui... on sait que cette égalité sera vérifiée. Hein. Bon. Alors... on va noter θ, l'angle de l'isométrie. En fait, là, on a montré qu'on avait une isométrie indirecte. Et d'après le cours, il existe une base B et un réel θ, tel que dans cette base, on obtient la matrice moins 1 cos θ sin θ. Ça, c'est la matrice des isométries indirectes. Hein. Moins sin θ cos θ. Voici la matrice des isométries indirectes. Et regardez, quand vous prenez la trace, vous obtenez quoi? Vous obtenez moins 1 plus 2 cos θ. Mais la trace ne dépend pas de la base choisie. Ça, c'est la matrice dans une certaine base. C'est la matrice de U dans une certaine base, la base qu'il y a dans le cours, qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut calculer facilement, mais a priori, là, on ne la connaît pas. Et calculer la trace de la matrice de U dans la base canonique ou la trace de la matrice de U dans cette base B qu'on ne connaît pas, c'est pareil, ça donne le même résultat. La trace est invariant par changement de base. Donc au final, d'un côté, vous avez la trace de B qui vaut... Alors... faut tout remonter. La trace de B, ça fait 1. On a... trace de B égale 1 égale moins 1 plus 2 cos θ. Donc du coup, j'isole cos θ. Cos θ, ça va faire 1. Ce qui fait que θ, en fait, c'est 0 modulo de pi. Voilà. Ok. Maintenant, on conclut. On prend le cours. On regarde la méthode. Alors là, on nous demande... il y avait ça à faire, mais faites quand même attention. Hein, c'est pas forcément nécessaire. Regardez. Là, on est dans le cas des isométries, on avait dit indirectes, hein, c'est ça. Donc, vous avez en fait 3 cas possibles. Soit vous avez l'identité, c'est pas ça. U n'est pas égal à l'identité, car sa matrice dans la base canonique n'est pas la matrice I3. Vous n'êtes pas dans ce cas-là, parce que ce cas-là, c'est quand θ est différent de 0, alors que nous, on a vraiment un angle nul. Donc, en fait, on est dans ce cas-là. Et vous voyez que, si vous voulez, là, dans la méthode, en fait, on avait besoin ici de calculer ce déterminant pour trouver le signe de sinus θ et donc pour trouver l'angle θ. Mais là, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que si cos θ égale 1, θ égale 0 modulo de pi. Alors que si vous aviez eu, je sais pas, cos θ égale 1,5, là, par contre, il y a plusieurs angles possibles. Cos θ égale 1,5, vous avez plus ou moins pi sur 3. Alors on prend lequel? Pi sur 3 ou moins pi sur 3? C'est la question. Et
Pour savoir si c'est le plus ou le moins que vous prenez, on a besoin de connaître une information sur le sinus de θ. Si sinus θ est positif, on va prendre plus pi sur 3. Si sinus θ est négatif, on prendra moins pi sur 3. Mais dans ce cas-là, dans ce cas particulier où l'angle est nul, pas besoin de faire ça. Quand l'angle est nul, ça on n'en a pas besoin. Et direct, on peut conclure avec le tableau qui est juste ici. Et le tableau vous dit direct que... c'est là, ouais. U est la réflexion par rapport au plan D orthogonal. C'est réglé. Donc là, on écrit, d'après le tableau du cours, ou d'après le cours, eh bien, U est la réflexion par rapport au plan D orthogonal. Alors c'est bien de dire le plan D orthogonal, mais bon, on aimerait bien, soit il faut donner des vecteurs qui engendrent ce plan, donc il faut l'écrire comme vecte de deux vecteurs indépendants et qui engendrent ce plan, soit vous donnez une équation. Bah là le truc c'est que en fait, regardez, encore une fois, regardez le dessin, hein. Nous on est dans ce cas-là, on est dans le cas où le D on le connaît. Le D, qu'est-ce que c'est? C'est vecte du vecteur I, c'était I plus 2J plus K, ok? Et vous devez trouver le plan. Bon, en fait, c'est assez simple. C'est un peu comme R3. C'est un petit peu comme si quand vous aviez, vraiment quand vous travaillez avec R3, donc 1, 2, 2, vous voyez. Ben là, quelle est l'équation du plan? Ben c'est facile. L'équation du plan, c'est simplement x plus 2y plus 2z égale à 0. Pour quelle raison? Bah, le vecteur ici, qui est lui, hein, ce vecteur-là, le vecteur 1, 2, 2, c'est un vecteur qui est normal au plan. Et quand on a un vecteur qui est normal au plan, direct, on peut directement trouver son équation. Le 1, vous le mettez ici. Le 2, vous le mettez ici. Désolé hein, si ça fait du bruit, il pleut dehors. Le 2, vous le mettez ici. Donc c'est comme ça qu'on fait pour trouver l'équation du plan. Et je l'écris tout de suite. Ou alors vous trouvez une base, peu importe. Soit une base, soit vous donnez l'équation du plan. Moi, je préfère donner l'équation. En géométrie, ça sera plus utile. Du plan d'équation x plus 2y plus 2z égale 0. Du coup, on a terminé. Voilà. Et là, maintenant, on peut passer au 3. C'était cette matrice-là. Hein. Okay, donc là, on va travailler avec cette matrice-là. Premier point, enfin, on montre... Donc, je mets facilement, mais c'est quelque chose qu'on avait fait. On montre facilement que la matrice C, elle est orthogonale. Et donc, que U est une isométrie. Ce qui va me permettre d'appliquer la méthode. Isométrie de E. Donc, il faut calculer le déterminant de cette matrice C pour savoir si on a affaire à une isométrie directe ou indirecte. Bon là je dis directement, on va essayer de gagner du temps parce qu'on a deux autres exos après. Bah, on trouve que le déterminant de U, qui est le même que le déterminant de C, on trouve que ça fait 1. Donc U est une isométrie directe. Voilà, on sait que c'est une isométrie directe. On continue. On doit donc trouver l'espace propre associé à la valeur propre 1, parce que c'est le déterminant c'est 1. On trouve, là aussi je vais aller un petit peu vite parce que le point essentiel c'est surtout à la fin. Qu'est-ce qu'on va trouver? Bah, on va trouver que l'espace propre associé à 1 de la matrice C, je vous laisserai faire les calculs, mais on trouve que ça fait 1, 1, 1. Donc ma droite D que je recherche, c'est simplement E1 de U qui est vecte de 1 fois I plus 1 fois J plus 1 fois K, c'est-à-dire I plus J plus K.
Voilà. Et tout de suite, il faut considérer un vecteur qui dirige cette droite et qui est unitaire. D'ailleurs... Non, c'est bon. Je croyais que j'avais oublié un truc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le vecteur qui dirige la droite, le vecteur i plus j plus k, et puis on va le diviser par sa norme. Ah oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas trop détaillé, mais pour quelle raison la norme de... Comment on fait pour calculer cette norme-là? Déjà, on la calcule au carré, et puis ensuite, regardez, tous ces vecteurs-là, i, j et k, sont des vecteurs qui sont orthogonaux 2 à 2. I est orthogonal à j, i est orthogonal à k, et j est orthogonal à k. Ça, c'est parce que, par définition, la base ijk est orthonormée. Donc, on a le théorème de Pythagore généralisé qui nous dit en fait que c'est la somme de tout ça, hein. C'est le premier au carré, plus le deuxième au carré, plus le troisième au carré. Et on sait que la base ijk est orthonormée encore une fois. Donc, chacun des vecteurs de la base ijk sont de norme 1. Donc, i est de norme 1, j est de norme 1, k aussi. Donc ça fait 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 3. Et donc du coup, en passant à la racine carrée, vous trouvez que la norme, c'est bien racine de 3. Je divise donc par la norme pour obtenir un vecteur qui est unitaire. Et pour trouver au final i plus j plus k. Voici mon vecteur E1. Ce vecteur va diriger la droite D, qui m'intéresse. On passe au 3i. Je vais donner un nom à cet angle. Notons θ. L'angle de l'isométrie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, la trace de B, alors, pardon, c'est la trace de C, c'est moins 1. Mais c'est aussi égal à 1 plus 2 cos θ, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc cos θ égale moins 1. Voilà, cos θ égale moins 1, et donc, encore une fois, là, on va être dans un cas particulier où, en fait, θ, c'est pi modulo pi. Là encore, c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter ces deux exemples-là, parce qu'on ne les a pas vus, en fait, dans ceux du cours. Là encore, on a tout de suite l'angle θ. On l'a tout de suite parce qu'un angle θ qui a un cosinus égal à moins 1, c'est pi modulo 2pi. Mais encore une fois, si on ne savait pas, si par exemple c'était, je sais pas moi, je crois qu'on l'avait vu, voilà c'est ici, si par exemple cos θ c'était racine de 3 sur 2, là ça serait plus compliqué parce qu'il y en aurait deux possibles des angles. Ok, il y aurait pi sur 6 et moins pi sur 6. Lequel on prend, pour savoir lequel on prend, il faut connaître le signe de sinus θ qui est le même que lui, blablabla, donc ça on l'a déjà fait. Mais dans ce cas-là, quand le cosinus de θ c'est moins 1, il n'y a qu'un seul angle, pas besoin de faire de déterminant comme on a vu dans la méthode, directement θ égale pi. On regarde le tableau. Le tableau nous dit immédiatement qu'on est dans cette configuration d'isométrie directe et on a trouvé θ égale pi. On a juste, là c'est du recopiage, hein. U est la symétrie orthogonale par rapport à la droite D. Vous recopiez ça, mais vous précisez quand même ce que c'est la droite D. La droite D, c'est une droite qui va être dirigée, qui sera aussi orientée par le vecteur i plus j plus k. D'après le cours, U est la symétrie. Symétrie orthogonale par rapport à la droite D. Il faut donner des précisions sur cette droite D. Cette droite D, on va la diriger et on va l'orienter. C'est deux choses différentes, hein. Diriger une droite, c'est donner un vecteur directeur. Orienter une droite, c'est dire dans quel sens on la prend. Okay, donc là, pour diriger une droite, j'ai besoin d'un vecteur directeur. Et pour orienter une droite, j'ai besoin que ce vecteur directeur soit en plus de norme 1.
C'est la notion d'orientation qu'on avait déjà vue. Dirigé et orienté par le vecteur 1 sur racine de 3, i plus j plus k. Voilà. Et ce qui conclut cet exercice. Alors on va continuer. On va faire le 11, donc faites attention à la feuille de TD à changer. Reprenez toujours celle qui est sur le site, elle est toujours, c'est toujours celle qui est d'actualité, parce que je fais des fois des petites modifications. Dans cet exercice, vous devez déterminer la matrice dans la base canonique de R3. Donc là, on se place dans R3 hein, maintenant. Hein. On n'est plus dans E, c'est-à-dire que là, les vecteurs qui vont apparaître, c'est vraiment des vecteurs du type ABC. D'accord ? Donc on avait plus cette petite difficulté où... quand on écrivait E1 de M, on avait, rappelez-vous, si on avait ça avec E1 de M, et ben, quand on travaille avec un espace abstrait, un espace E abstrait, et bien votre E1 de U, c'est vecte de AI plus BJ plus CK. À chaque fois, il faut mettre les vecteurs. Mais vu que là, on travaille avec R3 et sa base canonique, et bien, mettre les vecteurs de E1 de M qui sont E en colonne, ou mettre des vecteurs dans le vecte de lui en ligne, c'est pareil. Ok. Donc là, ça va être un peu plus simple. Vous devez déterminer la matrice dans la base canonique de la rotation F, d'axe D et d'angle θ égale pi sur 3. Alors, pour faire ça, j'ai besoin de vous rappeler certaines choses. C'était dans le cours, ici. Je fais un imprimé écran et voilà. Je vous le mets ici. Donc c'était une remarque du cours qui nous disait que dans le théorème, enfin la proposition 8 ici, vous voyez deux types d'isométrie, celle directe, celle indirecte. Eh bien, dans chacun des cas, j'ai l'existence d'une base orthonormée telle que je connaisse la matrice, et j'ai l'existence d'une base orthonormée telle que je connaisse la matrice. Mais la grande question, c'est quelle est cette matrice quelle est cette base, pardon. Autant pour le réel θ, bon, on a vu qu'il y a des moyens de le trouver avec la trace, mais autant pour la base, comment on fait? Et bien pour la base, c'est en fait très simple. Pour trouver la base, tout est dit dans cette remarque. Si on souhaite déterminer la base B, qu'on note E1, E2, E3, comment on fait? Ben, il faut le premier vecteur de la base, qu'est-ce que c'est? Ça va être un vecteur unitaire qui dirige la droite, autour de laquelle on tourne. Donc le vecteur E1, regardez encore cette figure-là, enfin même les deux. Hein. Quel est le vecteur E1? Bah, dans cette figure, vous voyez bien que le vecteur E1, c'est toujours un vecteur qui dirige la droite. Toujours. Donc, mais il faut en plus qu'il soit unitaire. Faites attention. Donc là, pour ce E1, on va prendre un vecteur unitaire qui dirige la droite. Ensuite, pour le E2, il faut prendre un vecteur orthogonal. Faut prendre un vecteur orthogonal en fait à E1, tout simplement. Et puis, un vecteur orthogonal qui est aussi unitaire. De toute façon, on les veut tous unitaires. Et ensuite, le E3, il suffit de faire le produit vectoriel. Okay, donc ça, c'est une première remarque. Si vous voulez trouver cette base, eh bien, il faut faire comme ça. Ceci étant dit, je vais reformuler la question de l'exercice 11. Je vais noter B0, la base canonique de R3, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, la base canonique de R3. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, on doit déterminer la matrice de F dans la base B0. Alors ça paraît un peu compliqué, on a l'impression qu'on n'a aucune information, mais vous allez voir qu'il suffit de traduire tout ce qu'on a et d'utiliser le cours pour s'en sortir. Alors déjà, quelque chose de général d'algèbre linéaire, quand on a un endomorphisme F, vous avez tout un tas de façons de représenter cet endomorphisme. En fait, à chaque fois que vous avez une base de votre espace avec lequel vous travaillez, là on va admettre que c'est un endomorphisme de R3, à chaque fois que vous avez une base de R3, B1, B2, B3, B4,
B5, et ben vous obtenez différentes matrices. Vous obtenez la matrice de F dans la base B1, matrice de F dans la base B2, etc., etc. Vous obtenez des matrices qui sont a priori différentes, mais par contre, vous savez que vous pouvez passer de l'un à l'autre, d'une matrice à une autre, en utilisant une formule, en utilisant les formules de changement de base. Okay, donc par exemple, quel est le lien là entre ces deux matrices? Bah, tout simplement, hein, la matrice de F dans B1, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice de passage de B1 vers B2, fois la matrice de F dans B2, fois la matrice de passage de B2 vers B1. On se souvient assez facilement de cette formule parce que regardez, vous partez de... Là à gauche, c'est B1. Ok, donc là, c'est que B1 à gauche. Et à droite, vous faites un petit voyage de B1 vers D2. Ok, de B1 vers B2. Ensuite, de B2 vers B2, il faut que les deux soient les mêmes ici. Là, il faut que les deux soient les mêmes. Et puis ensuite, c'est B2 vers B2 aussi. Il faut que les B2 soient les mêmes là. Et après, vous atterrissez dans B1. Donc ça, c'est le départ, l'arrivée, ça doit être B1 à chaque fois. Okay, et les deux qu'il y a ici, enfin même les trois, ils doivent être similaires. Voici votre formule de changement de base qu'on peut d'ailleurs aussi simplifier parce que c'est aussi l'inverse de cette matrice. Okay, bon bref, ça fait partie du cours et on a cette formule-là. Ce qui fait que on peut passer de l'une à l'autre. Et donc, imaginez, s'il y en a une que vous connaissez, comment vous faites pour connaître l'autre? Les formules de passage. Bah là, c'est exactement ce qui se passe. Là, en fait, cette matrice-là, vous ne la connaissez pas. C'est le but de l'exercice. Mais vous en connaissez une autre d'après le cours. Parce que d'après le cours, il existe une base B, telle que la matrice de F dans B est très simple, étant donné que F, c'est une rotation. Une rotation, c'est une isométrie. Et vous connaissez les matrices des isométries. Donc, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, ok? Alors, assez de blabla. Rédigeons proprement tout ce que je viens de dire. Donc, nous allons... Là, je rédige quand même pas mal parce que c'est pas si simple. Nous allons tout d'abord... tout d'abord déterminer la base orthonormée de la proposition, alors celle-là, celle qui est la fameuse ici, là, de la proposition 8. Alors la base de la proposition 8, on va lui donner un nom. De la proposition 8, alors d'ailleurs elle est directe. La base orthonormée directe de la proposition 8. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on connaît vraiment la matrice de F dans cette base-là? Bah oui, c'est le cours. Le cours vous dit que la matrice de F dans B, qu'est-ce que c'est? Alors l'énoncé nous dit quoi? On sait quoi sur F? C'est une rotation autour de la droite D et d'angle θ égale pi sur 3. Alors, dans ce cas-là, le tableau nous dit que quand c'est une rotation, on est ici. Quand on a une rotation d'axe D et d'angle θ égale θ différent de 0, on a donc une isométrie directe. Et quand on a une isométrie directe, le cours nous dit quoi? Donc on est dans ce cas-là. Le cours nous dit que la matrice, elle est de cette forme-là. Alors on l'écrit. Matrice de F dans B est égale à 1, 0, 0, 0, cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ. Et d'ailleurs, en fait, l'angle de la rotation, on le connaît. C'était pi sur 3, c'est ça? Ouais, pi sur 3. Donc remplaçons 1, 0, 0. 0, 1 demi, racine de 3 sur 2, 0, moins racine de 3 sur 2, 1 demi. Donc là, je pense que vous voyez un peu le truc venir. Je connais la matrice de F dans B, mais je ne connais pas la matrice de F dans B0.
Bon, bah, on va utiliser les formules de passage, les formules de changement de base, pour passer de celle-là à celle-là en utilisant la formule qu'on a vue. Il faut faire un peu attention parce que là, on ne connaît pas en fait B. Hein. On n'a pas encore dit ce que c'était la base B. Donc bon, on va la trouver. De toute façon, j'ai dit tout à l'heure ce que c'était. Le premier vecteur de la base B, c'est un vecteur qui doit diriger votre droite. Et en plus, doit être unitaire. Puisque... alors... F est... F, c'est la rotation d'axe D égale vecte de 1, 1, moins 1. Ce vecteur 1, 1, moins 1, il est bien parce qu'il va diriger ma droite, mais il n'est pas unitaire. Donc on va le rendre unitaire en posant E1 égale 1 sur racine de 3 étant la norme du vecteur 1, 1, moins 1. Là, ce que je fais, c'est pour obtenir un vecteur qui dirige ma droite et en plus soit unitaire. Et c'est toujours comme ça qu'on fait quand on veut trouver cette base E1, E2, E3, la base de la proposition 8. Comment on fait? Le premier, c'est toujours le même, c'est toujours le vecteur qui dirige la droite divisé par sa norme. Et ensuite, pour E2, il nous faut un vecteur qui soit orthogonal à E1. On choisit ensuite un vecteur E2 unitaire et orthogonal à E1. Vous prenez celui que vous voulez, peu importe. Prenez le plus simple. Hein. Donc là j'ai E1. Donc un vecteur, je sais pas moi, par exemple, on va jouer avec les deux premières coordonnées. La première moins la deuxième, ça fait 0. Et il suffit de mettre un coefficient 0 sur la dernière. Donc, par exemple, 1 racine de 3, sans le faire après, on avait dit 1 moins 1, 0. Ça, c'est un vecteur qui va être orthogonal à lui, c'est facile à voir, sauf qu'il n'est pas unitaire. Pas grave, je le divise par sa norme. Sa norme, c'est racine de 2, donc voici mon E2. Et ensuite, dans la remarque avait dit en fait que vous posez le E3, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était le produit vectoriel entre E1 et E2. Ensuite, on pose E3 est égal à E1 vectoriel E2. Donc là, on va faire le produit vectoriel. Alors, immédiatement, là, je m'apprête à faire un produit vectoriel entre ces deux vecteurs. Au sein du produit vectoriel, quand il y a des constantes qui sont devant des vecteurs, j'ai le droit de sortir les constantes en dehors du produit vectoriel. C'est ce que je vais faire tout de suite pour avoir un 1 sur racine de 3 fois 1 sur racine de 2, ce qui fait 1 sur racine de 6. Et là, je vais faire le produit vectoriel du vecteur 1, 1, moins 1, celui-là sans le coefficient devant que j'ai retiré. 1, 1, moins 1. Alors, il ne faut pas se planter. 1, 1, moins 1. Et ensuite, produit vectoriel avec 1, moins 1, 0. Alors, regardons ce que ça fait. Alors, vous vous rappelez les produits vectoriels pour trouver le premier coefficient, alors, vous avez plein de méthodes, mais bon, par exemple, vous barrez ça, et puis vous faites un produit en croix. Ok, vous faites ce produit en croix. Donc là, en l'occurrence, ça ferait 1 fois 0 moins 1 fois moins 1. C'est-à-dire 1. Moins 1, pardon. Donc là, ça fait moins 1. Voilà, on fait les autres. Alors, les autres, vous barrez ça et vous faites ça fois ça, ce qui fait moins 1. Et pour le troisième, vous barrez ça et vous faites ça fois ça. Voilà, ce qui fait moins 2. Alors, on avait dit moins 1 et... non, ce qui fait 2. On avait dit moins 1... alors, je crois que c'est moins 1 et 2. Hein. Hop. Donc, moins 1,
Alors, j'ai un doute sur le dernier, donc on barre ça et on fait ce produit-là, donc moins 1, moins... Oui, ça fait moins 2. Ok, moins 2. Voilà. Donc vous avez votre base, E1, E2, E3, vous l'avez. Et donc ce que vous pouvez dire, c'est que d'après le cours, eh bien... Ah oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas écrit explicitement dans le cours. En fait, dans ce cas de figure, la famille E1, E2, E3 est toujours une base orthonormée directe. Peut-être je vais mettre ça sous forme de rappel. Si E1 est unitaire, E2 est orthogonal. Si E2 est orthogonal à E1 et unitaire, alors il se trouve en fait que le vecteur E3, qui est le produit vectoriel des deux, il est lui orthogonal aux deux précédents. Donc il est orthogonal à E1 et E2. Et en plus, il est unitaire. Donc on est dans cette situation-là. E3, c'est E1 vectoriel. E2, j'ai des perpendiculaires partout. Voilà. Retenez ça. Enfin, ça c'est la première chose. Et de plus, enfin, ou ainsi, la base E1, E2, E3, c'est une base, premièrement, orthonormée, deuxièmement, et troisièmement, directe. Direct, alors de R3, si vous êtes parti avec des vecteurs E1, E2, E3, si c'est des vecteurs de R3, c'est de R3, mais si c'était pour un espace euclidien de dimension 3, ça marcherait aussi. Bon là, disons qu'on travaille avec R3. Hein. De toute façon, dans l'exercice, on travaille avec R3. Ok, maintenant qu'on a ce petit rappel, on va pouvoir du coup continuer et dire d'après... Alors je l'ai mis en rappel, mais vous pouvez considérer que c'est du cours et l'utiliser quand vous voulez. Hein. D'après le cours, le rappel... Eh bien, notre base qu'on a construit E1, E2, E3, c'est une base orthonormée qui est en plus directe de R3. C'est la fameuse base en fait qu'on cherchait dans la proposition du cours. Et d'après les formules... de changement de base, qu'est-ce qu'on a? Je réécris la relation de tout à l'heure, à savoir, donc là je vais partir le membre de gauche, c'est la matrice qui m'intéresse. Matrice de F dans la base canonique, c'est celle qui m'intéresse. Là je mets P, B0 vers B, matrice de passage de B0 vers B, fois matrice de F dans B, fois matrice de passage de B0 vers B, moins 1. Voilà. Je vous rappelle que ça désigne la matrice de passage de la base canonique B0 vers B. Et ces bases, elles ont l'avantage d'être orthonormées. Et la matrice de passage entre deux bases orthonormées est orthogonale. Alors, on va l'utiliser après. Hein. On trouve... Je vous laisserai faire le calcul, je vous le donne tout de suite.
Enfin, je vous laisse faire le calcul. Non, ça c'est assez évident en fait. Hein. Il suffit de reprendre nos vecteurs. Reprenez les vecteurs, regardez-les bien. Le vecteur E1, c'est le premier vecteur de la base B. Il faut exprimer le premier vecteur de la base B en fonction des vecteurs de la base canonique. Donc là, c'est assez simple. Ça fait 1 sur racine de 3 fois le premier vecteur de la base canonique, 1, 0, 0, plus 1 sur racine de 3 fois le deuxième, etc. Donc là, vous trouvez... Enfin, ça va me donner la première colonne de ma matrice de passage. C'est la définition de la matrice de passage, hein, tout simplement. 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3 et moins 1 sur racine de 3. Maintenant, il faut exprimer E2 en fonction des vecteurs de la base canonique. Alors, on reprend E2, c'est ça. Donc ça va me donner comme colonne 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, 0. Et maintenant, on va prendre E3, le produit vectoriel qu'on avait fait. Moins 1, moins 1, moins 2. Le tout divisé à chacun par racine de 6. Alors, c'est parti. Voilà, moins 1 sur racine de 6 et moins 2. Voici votre matrice de passage. Là, en fait, il faut faire du calcul. Hein. On veut trouver ça, mais cette matrice-là s'écrit comme le produit de toutes ces matrices. Donc en fait, il va falloir faire le produit de tout ça. Ça peut vous faire un peu peur parce que autant lui, vous dites « je connais », je viens de l'écrire, il est juste ici. Lui, je connais, c'est la matrice que j'avais écrite en haut. Par contre, lui, c'est un peu chiant, il faut calculer l'inverse de la matrice, on n'a vraiment pas envie de le faire. Mais, surtout quand on voit la tête de la matrice, mais pas de souci, la matrice de passage ici est une matrice de passage entre deux bases orthonormées. Donc, d'après le cours, la matrice de passage entre deux bases orthonormées est orthogonale. Et l'inverse d'une matrice orthogonale, c'est sa transposée. Et donc, on est content, on n'aura pas de calcul à faire. On l'écrit. Puisque les bases B0 et B sont orthonormées, alors, ça c'est d'après le cours, hein, c'est une propriété du cours. D'après le cours, hein, la matrice de passage de B0 vers B elle est orthogonale. Donc, fait très important, la matrice de passage de B0 vers B, eh bien, elle est inversible et son inverse, comme toute matrice orthogonale, son inverse c'est sa transposée. Ouais, sa transposée. Vous pouvez faire le calcul, c'est le calcul il y a deux calculs à faire, hein, deux produits à faire. On trouve, je vous laisserai faire les calculs, mais vous allez trouver math dans B0 et 2F. Il y aura des 1 tiers à l'intérieur, donc on pourra factoriser par 1 tiers. Donc ça, 2, moins 1, 2, moins 2, 2, 2, 1, 1 moins 2, 2. Voici la matrice que vous cherchez. Il va nous rester un petit exercice et puis on s'arrête là. Enfin un petit, c'est le dernier exercice en fait de cette feuille de TD. Alors, on considère encore une rotation de l'espace de R3. On considère une rotation d'axe orienté et dirigé par le vecteur unitaire W et d'angle θ. Donc en fait, le W va diriger votre droite, mais on ne le connaît pas. On ne nous dit pas précisément ce que c'est. D'ailleurs, on ne nous dit pas non plus ce que c'est l'angle θ. Le but de l'exercice, c'est de démontrer une formule en fait générale qui nous dit que pour tout vecteur x de R3, f de x, je connais son expression vraiment explicite. C'est cette chose un petit peu compliquée. L'égalité, je l'appelle étoile. Alors, commençons par la première question. Il faut d'abord fixer un vecteur qui appartient à vecteur de W orthogonal qui est unitaire. Donc voilà, soit x, un vecteur unitaire de vecteur de W orthogonal. Ça fait peur, mais ça l'est pas tant que ça. Hein. Qu'est-ce que c'est W, c'est un vecteur. Vecteur de W, c'est tous les vecteurs qui sont multiples de W. Okay, donc ça, c'est tous les vecteurs qui ressemblent à lambda W avec lambda un nombre réel.
Et là, l'orthogonale, ça signifie simplement que ça, c'est tous les vecteurs qui sont orthogonaux à ceux qui ressemblent à lambda W. Donc voilà, c'est pas plus dur que ça. Et donc ce x en fait partie, et on le suppose unitaire. On va considérer B, ça va être W, X et ce produit vectoriel. Et on a besoin de donner la matrice de F dans la base W. Alors, pour ça, vous savez que, je vais vous le rappeler, quand on est en dimension finie, en fait ça c'est vrai tout le temps en fait, hein. Si F est un sous-espace vectoriel de E, vous avez toujours cette somme directe E égale F plus F orthogonale. Toujours. Peu importe le sous-espace vectoriel F. Ça, c'est toujours vrai. On a ici, eh bien, R3 est égal à vecte de W, ça va être votre grand F, plus vecte de W orthogonal. Donc j'applique exactement le rappel. On est dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, dans la base B, la base qu'on nous donne, c'est W. Alors, la base, je vais la recopier. C'est quoi? C'est W, virgule, X, virgule, produit vectoriel de X avec, de W avec X. Regardez un petit peu, cet espace vectoriel est de dimension 1. Une base de cet espace vectoriel, c'est juste le vecteur W. Et cet espace vectoriel-là, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Sa dimension, c'est 3 moins celle de celui-là, donc 3 moins 1, 2. Et vous avez X est un vecteur dedans, dans l'espace violet. Et ce vecteur-là, celui-là, là, W vectoriel X, par définition, quand vous prenez le produit vectoriel, en fait, vous obtenez un vecteur automatiquement qui est orthogonal. Donc, en fait, ça, c'est une base de vecte de W orthogonal. Et ça, c'est une base de vecte de W. Et en fait, dans cette situation, je vous avais dit, ça c'est exactement la base de tout à l'heure. La base de tout à l'heure, sauf qu'on l'écrivait avec des E1. Tout à l'heure, on l'écrivait avec des E1 et des E2. Je vous avais dit tout à l'heure, la base qui ressemble à ça, celle-là, là, avec E1, vecteur qui dirige la droite, qui est unitaire, E2, alors j'aimerais bien que ça sortir, E2, un vecteur qui est orthogonal au précédent et unitaire, et voilà. Et quand on est dans ce cas-là, eh bien automatiquement, la matrice de F dans la base, dans cette base-là, c'est ça. Parce qu'on sait que F est une rotation. Donc on se trouve dans le cas d'une isométrie directe. Les rotations sont des isométries directes, donc on se trouve dans ce cas-là. Et en fait, la base orthonormée là, quand on dit il existe une base orthonormée là, on a l'impression qu'on la connaît pas, mais en fait on la connaît. C'est cette base-là où on a ce E1, ce E2 et ce E1 vectoriel E2. Et c'est pour cette raison-là, en fait, parce que la base B, elle est adaptée. À la décomposition en somme directe précédente. Bon, cet exercice est un peu plus dur, hein. D'après le cours, eh bien, la matrice de F dans B, c'est 1, 0, 0, 0, cos θ, sin θ, 0 moins sin θ, cos θ. Voilà. Question suivante. Alors peut-être, au lieu de remonter à chaque fois, je vais le laisser ici. Voilà. Alors, en déduire une expression de f de x. Alors, ça c'est très simple. En fait,
en fait, tout est écrit ici, hein. Je vous rappelle juste quelque chose. Si vous avez une base B qui est E1, E2, on va juste regarder en dimension 2 comment ça marche. Si vous avez une base B qui est E1, E2, et si vous avez la matrice de F dans B qui est A, B, C, D, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Par définition, la première colonne de la matrice, qu'est-ce que c'est? Ça représente les coordonnées de F de E1. Donc tout de suite, en fait là on fait l'opération dans l'autre sens. D'habitude vous faites le truc dans l'autre sens. F de E1, qu'est-ce que c'est? C'est AE1 plus BE2 et F de E2 c'est CE1 plus DE2. D'habitude, vous calculez ça et vous en déduisez la matrice. Là, c'est un peu différent, c'est qu'on a cette égalité et on en déduit ces deux-là. Okay, c'est juste par définition de la matrice. Hein. Par définition de la matrice d'une application linéaire dans une base, on a ça. Et ben, on va appliquer exactement la même chose. On va faire exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que f de x? Qu'est-ce que c'est que f du deuxième vecteur de la base B? C'est la deuxième colonne. Hein. Alors, qu'est-ce que je raconte? C'est bien f de... Oui, c'est la deuxième colonne. Voilà, tout simplement. C'est la deuxième colonne qu'il va falloir exprimer en fonction des vecteurs de la base. Alors là, ça paraît plus compliqué, mais en soi, f de ce vecteur, c'est simplement lui fois le premier vecteur de la base B, c'est-à-dire lui fois W, plus lui fois le deuxième vecteur de la base B, plus lui, plus le sinus θ, fois le dernier vecteur. Donc là, on écrit immédiatement... Hein. Par définition, eh bien, f de x, c'est 0 fois w plus cos θ fois x plus sin θ fois produit vectoriel entre w et x. Faites attention, là, j'ai pas mis des petites flèches au-dessus des vecteurs. Je pourrais, juste ça va surcharger, donc je le fais pas. Mais faites attention, ça c'est un nombre réel, et ça c'est un vecteur. Hein. Donc voilà, le 0 fois x, je le laisse, je le simplifie, donc ça fait cos θ x plus sin θ w vectoriel x. Et cette expression est valable avec x qui est, qui est un élément de vecte de w. Voilà. Donc ça c'est vrai, un vecte de W orthogonal. Je précise parce que c'est pas valable pour tous les x. Voilà. Donc ça c'est fait. On peut passer à la question 3. Alors question 3. Vous devez finalement déduire cette relation-là non pas pour tous les vecteurs de R3, seulement pour ceux de vecte de W orthogonal. Bon, c'est un peu ce qu'on vient de faire en fait. Hein. Regardez, c'est un petit peu... on a quasiment démontré ça, nous. Alors attendez, je regarde un petit peu. Ouais. Alors, prenons... vous voyez ici, si je veux, on a l'impression qu'on a quasiment l'égalité, mais le problème c'est qu'on a ça, nous. Nous on a cos θ x plus sin θ w vectoriel x. Et ici, voilà, ici c'est ce que j'ai, mais on a l'impression qu'il nous manque ce terme-là, lui-là. En fait, celui-là, il n'apparaît pas dans ce que j'ai écrit, mais en fait il est nul. Il est nul tout simplement parce que ça fait 0. Parce que x appartient à l'orthogonale de vecte de W. Donc allez, peut-être que je l'écris. On va l'écrire quand même. Mais c'est pas ça la difficulté. Alors, soit x appartenant à vecte de W orthogonale unitaire. C'est important de le préciser unitaire. Parce que c'est seulement pour les vecteurs unitaires que ça marche.
Alors bah, dans ce cas-là, le produit par définition d'un orthogonal, hein, le produit scalaire de x avec w, bah, ça fait 0. Ça c'est parce que lui appartient, w appartient bien sûr à vecteur de w, et donc vu que x appartient à l'orthogonal, bah, le produit scalaire est nul. Donc, d'après la question précédente, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a que f de x. Ce truc-là, je vais pouvoir le rajouter en fait tout à la fin là. Ici, je vais pouvoir le rajouter. Donc, ça fait cos θ x. Voilà, plus sin θ w vectoriel x. Plus, bah là, je rajoute en fait artificiellement ce terme-là pour bien montrer que c'est égal à... Pour bien montrer qu'on a l'égalité étoile. Plus 1 moins cos θ. C'était quoi? C'était x scalaire w. Alors, je sais que lui, ça fait 0, mais juste, je le rajoute. Ça fait 0, mais j'ai le droit de le rajouter. De toute façon... Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, l'égalité étoile est bien vérifiée. L'égalité étoile est bien vérifiée pour des vecteurs x dans vecteur de w orthogonal qui sont unitaires. Je n'ai pas démontré pour des vecteurs qui n'étaient pas unitaires. Alors, on va le faire rapidement. Deuxième point. Soit y appartenant à vecteur de w. Et ce que je veux, c'est démontrer que l'égalité étoile est vraie avec y. Évidemment, on va le supposer non nul. On ne veut pas le vecteur nul. De toute façon, bon, pour le vecteur nul, c'est vérifié. Hein. Si je remplace x par le vecteur nul, l'égalité est bien vraie, hein, aucun problème. Hein. À droite, ça fait 0. Et puis à gauche, bah, l'image de 0 par une application linéaire, c'est toujours 0. Donc évidemment, l'égalité est vraie pour x non nul. C'est pour ça que je le suppose... Enfin, pour x égale 0, c'est vrai, c'est pour ça que je le suppose non nul. Je vais poser x égale y sur norme de y. Et oui, parce que ça appartient à quoi? Bah, ça appartient encore à vecteur de w orthogonal. Mais l'avantage, c'est que ce x-là est unitaire. Donc, quand j'ai un vecteur qui appartient à un vecteur de w orthogonal et qui est en plus unitaire, eh bien, l'égalité étoile est vraie. On l'a démontré juste avant. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Bah, on va obtenir que f de x, c'est cos θ x plus sinus θ w vectoriel x plus 1 moins cos θ x. Voilà. Mais moi, je ne veux pas démontrer l'égalité étoile avec x, je le savais déjà, vu qu'avec un vecteur unitaire, ça je le savais déjà. Je veux prouver l'égalité étoile avec un y, avec ce y. Donc maintenant, les x ici, je peux les remplacer par ce que c'est, et je vais utiliser la linéarité de f. Donc par linéarité de f, je dis linéarité parce que vous voyez ici, je vais avoir f de y sur norme de y. C'est-à-dire f de 1 sur la norme de y fois y. Mais ça, c'est un nombre réel que je peux sortir. C'est la linéarité de l'application linéaire f. C'est exactement ce que je vais utiliser. Donc par linéarité de f, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir 1 divisé par norme de y fois f de y. Et ça va... Donc je vais faire la linéarité partout en fait. Hein. Ça va faire cos θ norme de y plus sin θ norme de y w vectoriel y. Vous voyez l'intérêt de supposer y non nul. Là, j'ai que des divisions par norme de y. Donc, heureusement qu'y est non nul. 1 moins cos θ. Donc là, j'utilise la linéarité par rapport à la première variable du produit scalaire.
Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai des normes de y partout. Je vais multiplier à gauche et à droite par norme de y, et ça aura pour effet de supprimer tout le monde là, et je vais exactement obtenir l'égalité étoile pour un vecteur qui n'est pas forcément unitaire. Donc l'égalité étoile est vraie pour tout vecteur de vecte de W orthogonal. Pour le vecteur nul, c'est trivial. Pour des vecteurs de vecte de W orthogonal qui sont unitaires, on l'a démontré à la question précédente. Et pour des vecteurs qui ne sont pas unitaires, eh bien, on fait cette petite manip qui consiste à poser Y sur nombre de Y, et puis voilà. Voilà, donc ça c'est réglé. Conclure. Alors conclure, ça veut dire montrer au final que cette égalité étoile, elle est vraie, parce que c'était le but de l'exercice, mais elle est vraie pour tout x dans R3. On veut prendre un vecteur quelconque, on veut pas prendre des vecteurs particuliers, on veut prendre un vecteur quelconque. Alors, eh bien, fixons x, hein. Donc, fixons x dans R3. Regardez dans l'exercice, on vous a fait travailler avec vecte de W orthogonal. Donc vous savez que la relation elle est vérifiée pour lui. On aimerait bien trouver le lien qu'il peut y avoir entre R3 et lui, parce que c'est pour R3 qu'on doit le faire. Le lien qu'il y a, c'est la somme directe qu'on avait écrit tout à l'heure. Alors, puisque R3 c'est vecte de W plus... Voilà, on a cette somme directe là. Alors, eh bien tout de suite mon vecteur x qui appartient à R3, je vais le décomposer comme la somme de deux vecteurs, un qui appartient à un vecte de W et un qui appartient à un vecte de W orthogonal. Tel que x soit la somme des deux. Voilà. Alors, comment dire? Là, on a l'impression que, on est un peu bloqué, on n'a aucune information sur ce x1 et x2. On aimerait bien quand même trouver une forme un peu plus explicite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dans cette égalité, je vais faire le produit scalaire partout par W. Alors, on a donc x scalaire W. Qu'est-ce que ça va faire par linéarité? Ça fait x1 scalaire W plus x2 scalaire W. Et qu'est-ce que ça fait ça? x2 scalaire W, je vous rappelle que x2 appartient à vecte de W orthogonal. Donc x2 est orthogonal à n'importe quel vecteur de vecte de W. En particulier, x2 est orthogonal à W. Donc ça fait 0. Ok. Ça fait 0. Ça fait 0. Et eh bien... Maintenant, si j'utilise ça, x1 appartient à vecte de W, donc c'est un multiple de W. Donc x1 s'écrit comme un lambda W. Le lambda, je peux le sortir du produit scalaire, ça fait ça, c'est-à-dire lambda norme de W au carré, mais W est unitaire, donc ça fait lambda. Ok. Ainsi, eh bien, là, je vais réutiliser cette égalité-là. x1, c'est donc x scalaire W fois W. Voilà, donc j'ai trouvé mon x1 en fonction de x. Et x2, c'est x moins x1. Je ne me suis pas trop foulé. Voilà, il suffit de regarder la différence des deux.
l'intérêt, c'est que... Là, après, en fait, on va calculer f de x. Mais pour ça, j'avais besoin de connaître, en fait, une expression de x2. Parce que je vais calculer l'image de x2 par f. Donc, f de x2, qu'est-ce que c'est? X2 appartient à un vecteur de w orthogonal. Donc, je peux réutiliser l'égalité. C'était cos θ, du coup, ça fait cos θ x2 plus sin θ w vectoriel x2 plus 1 moins cos θ. Oui, alors, bon, ce que je m'apprête à écrire, c'est x2 scalaire w. Mais ça, bien sûr, ça fait 0, parce que x2 est orthogonal à tout vecteur de w. Donc, ça fait 0. Donc, ça fait cos θ x2 plus sin θ fois le vecteur w vectoriel x2. Je peux peut-être remplacer mon x2 parce que c'était avec x. x2, c'est x moins xw. Alors, je vais l'écrire là. Donc là, je vais obtenir cos θ x moins moins x scalaire w. Alors attendez, non, il y a cos θ là. Cos θ x scalaire w. Pardon, plus là je vais avoir deux termes, produit vectoriel avec w, mais w vectoriel x, ouais, ok. Donc je vais avoir sinus de θ w vectoriel x plus, enfin moins plutôt, sinus de θ x scalaire w vectoriel w. Et quand on fait le produit vectoriel entre deux vecteurs qui sont collinéaires, donc là, en l'occurrence, c'est les mêmes, ça fait 0. Donc au final, on obtient simplement f de x2 ça fait cos θ x moins cos θ x scalaire w plus sinus θ. Voilà. Donc ça, c'est f de x2. Et qu'est-ce qu'on peut dire le vecteur x1, il va pas changer quand on va lui appliquer f. Alors, en fait, on est dans ce cas-là. Hein. C'est vrai que je n'ai pas trop fait de dessin, mais peut-être. On a, voilà, là on a un plan. Le plan, c'est vecteur de w orthogonal. Ici, j'ai le 0, 0. Et là, je vais avoir une droite. C'est la droite vecteur de w. Voilà. Et donc ça, c'est la droite. Ça, c'est ma droite D. Et en fait, on va tourner autour de cette droite. Et le vecteur x1, le vecteur x1, il est sur la droite. Donc vous voyez bien que le vecteur x1, quand on va lui appliquer f, il va rester sur la droite, il ne va pas bouger du tout. Il est invariant par la rotation. Comme f de x1, c'est x1, c'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure, x scalaire w, on a
finalement, on a quoi? On a que f de x, c'est f de x1 plus x2. Par linéarité, ça fait f de x1 plus f de x2. On a dit que f de x1, c'était x scalaire w, et f de x2, c'était cos θ x. Cos θ x moins cos θ xww plus sin θ. Voilà. Maintenant, on remet ces termes-là ensemble, on factorise par cos θ, et puis voilà, c'est réglé. Donc ça va faire... je vais mettre cos θ x en premier, comme ça c'est bien comme l'égalité souhaitée. Plus, je le réécris un petit peu mieux. Et je vais obtenir... donc je factorise... Alors, oui, non, en fait, j'ai dit une connerie. On factorise pas par cos θ. Hein. C'est plutôt par x scalaire w qu'on va factoriser. Donc, ce qui va donner, en fait, 1 moins cos θ. Voilà. Et c'est la relation voulue. C'est la relation étoile. Donc, c'est réglé. Et déterminer la matrice de la base, dans la base canonique... Ouais, donc ça ressemble beaucoup à la question qu'on avait fait avant, où on avait mis pas mal de temps, mais en fait grâce à cet exercice on va voir que ça devient beaucoup plus simple. Alors je vais essayer de le faire assez rapidement et puis on finit, parce que je crois que ça fait déjà un petit peu longtemps là que je parle. En fait dans cet exemple on va prendre W. Le W c'est le vecteur qui va diriger la droite autour de laquelle on tourne. Et on va prendre un vecteur qui est unitaire. Donc je vais prendre celui qu'on me donne dans l'énoncé et je vais le rendre unitaire. C'est pour ça que je pose ça. Et je vais donner un nom à l'angle, je l'appelle θ. Voilà. D'après la relation précédente, ça fait quoi? Alors c'était cos θ x, mais θ vaut pi sur 3, donc ça fait 1 demi de x. Ensuite c'est sin θ, donc sin θ c'est racine de 3 sur 2. Fois w vectoriel x, et puis 1 moins cos θ, donc ça va faire 1 demi, w vectoriel, x vectoriel w, voilà w. Et on veut la matrice de f dans la base canonique, rien de plus simple, il faut calculer f de 1, 0, 0, f de 0, 0, 1, etc. Donc là, vous avez tout. Hein. Le x, on va le remplacer par 1, 0, 0. Et le w, vous le connaissez. Hein. Donc là, vous connaissez tout. C'est un produit scalaire et un produit vectoriel à chaque fois à calculer. Donc je vous écris ce qu'il faut obtenir. Là, vous devez obtenir 2 tiers moins 1 tiers. Là, c'est plutôt moins 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Et le dernier, je me suis trompé, je suis un peu vite là. Deux tiers moins 1 tiers. 2 tiers. Donc finalement, la matrice de f dans la base canonique, eh bien c'est... je mets tout bout à bout. Hein. Alors je vais factoriser par 1 tiers, hein, je suis pas... Voilà, je ne vais pas vouloir recopier tout. 2, 2, moins 1. Moins 1 de 2. Et puis 2, moins 1, 2. Et voici enfin votre matrice. Ce qui en termine avec ce chapitre et cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.